Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Philippe Roussel, le vice-président de l'association d'aide aux personnes infertiles, Les Cigognes de l'Espoir, dont le site est www.lescigognesdelespoir.com. Ce soir, nous allons évoquer une question délicate et difficile pour les personnes qui sont en parcours de PMA. À quel moment prendre la décision d'aller vers un don d'ovocytes? Prendre la décision d'avoir recours à un don d'ovocytes est souvent une étape décisive dans un parcours d'infertilité. Ce choix peut susciter de nombreux questionnements, des résistances, des émotions contradictoires. Pour certaines femmes, c'est l'unique chance de vivre une grossesse. Mais comment savoir si c'est le bon moment pour franchir ce cap? Est-ce quand le médecin le recommande, quand l'entourage insiste, ou seulement quand quelque chose, au fond de soi, nous pousse à le faire? Pour en parler ce soir, nous avons invité Lydia Stankiewicz, thérapeute spécialisée en fertilité et en désir d'enfant. Bonjour, bonsoir Lydia plutôt. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Lydia est thérapeute donc spécialisée en fertilité et désir d'enfant et partenaire de l'association depuis de très nombreuses années. Elle accompagne depuis des années des femmes et des couples en parcours de PMA. Elle est l'autrice de plusieurs ouvrages de référence sur le sujet, notamment La femme infertile n'existe pas, don d'ovocytes, est-ce que ça vous gêne? Ce webinaire sera composé de deux parties. Une mini-conférence de Lydia sur les aspects émotionnels, psychologiques et symboliques liés au don d'ovocytes et une séance de questions-réponses avec vous, public. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos questions et Lydia y répondra à la fin de son exposé. Lydia, je te passe la parole, c'est à toi. Merci Philippe. Merci, bonjour à tous. Alors c'est toujours très étrange quand on voit pas les gens, le public. C'est intéressant, on a l'impression de parler à une seule personne. Alors bonjour à tous. Donc comme Philippe, tu l'as dit, j'accompagne depuis des années des femmes et des couples en désir d'enfant. Et depuis que je m'occupe du don de vos sites, j'ai remarqué que, il y avait plusieurs questions intéressantes avec le temps, en lien avec le temps. Parce que le don de vos sites, cette conception extraordinaire, est évidemment liée au temps qui passe. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord, parce que une femme qui a recours au don, ce n'est pas une femme qui est parfaitement fertile et qui fait un bébé naturellement, comme ça, sans se poser de questions. C'est forcément une femme qui n'a plus assez d'ovocytes, qui souffre d'insuffisance ovarienne et dont le temps de la fertilité optimale s'est forcément écoulé. Et dans la vie, et dans la vie d'une femme, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour avoir ses premières règles, vivre sa jeunesse, et le temps pour procréer, mettre au monde des enfants. Et ce temps-là a ses limites aussi. Et ensuite, il y a un temps pour vivre sa ménopause. Alors, le problème que nous vivons aujourd'hui, à notre époque, c'est que ce temps subit, ces périodes dans la vie d'une femme et de son corps, subissent quelques turbulences. Et ce sont des turbulences de taille. D'abord parce que l'infertilité est de plus en plus présente, et notamment celle due à l'insuffisance ovarienne, donc qui comprend l'absence d'ovocytes de bonne qualité ou en nombre suffisant, et puis d'autres infertilités aussi. Et puis parce que aujourd'hui, faire un enfant est devenu plutôt une question de projet, une question de planification qui a commencé avec la pilule et qui nous a permis évidemment de pouvoir procréer en fonction et en accord avec nos besoins, mais qui aujourd'hui pose quelques problèmes parce que les femmes, nous faisons nos enfants un peu trop tard.
Et pourtant, le corps n'a pas changé depuis des années, depuis des siècles. Notre fonctionnement et cette fonction reproductive n'a pas changé d'un cran. Il y a toujours ce temps qui nous limite et qui nous pose problème. Alors, pourquoi on se tourne vers un don d'ovocytes? D'abord parce que justement, on n'a pas ces ovocytes en nombre ou en qualité suffisante. Et puis, il y a un certain nombre de femmes qui conçoivent pardon parce que elles, pour des raisons très personnelles, je dirais. C'est-à-dire qu'elles ont une histoire de vie parfois difficile. J'en ai rencontré personnellement qui ont eu des parents ou alcooliques ou encore des enfances, une enfance de violence et elles ne souhaitent pas se reproduire avec la génétique de leurs propres parents. Alors, moi, j'ai regroupé ces dons en deux parties. Le premier, c'est un don médical, c'est-à-dire quand une femme souffre d'une véritable insuffisance ovarienne, quand elle n'a plus d'ovocytes. Et puis, le deuxième groupe, ce sont des femmes qui procèdent à ce que j'appelle un don social, c'est-à-dire un don par choix parce qu'elles ont décidé ainsi. Alors évidemment, aujourd'hui, on a des établissements, des cliniques qui peuvent permettre aux femmes euh, de faire cela en fonction besoin. Mais euh, c'est quoi temps du bon moment perdu à cause de cette... Parce que ni le médecin, ni la science, ni la femme elle-même ne savent pas exactement quand le dernier ovocyte est parti de leur corps. Ils ne savent pas exactement, avec précision, s'il n'y a vraiment plus aucun ovocyte qui se promène quelque part dans leurs ovaires. Et ça devient un sujet d'inquiétude, d'angoisse. Il y a donc, selon moi, un bon moment médical et un bon moment psychologique. Alors, qu'est-ce que j'appelle le bon moment médical? C'est évidemment en lien avec votre médecin. C'est évidemment en lien avec le praticien qui vous suit et qui, lui, est le seul à savoir à quel moment votre insuffisance ovarienne s'est installée suffisamment bien pour dire, Madame, il n'y a plus grande chance pour que vous tombiez enceinte naturellement. Alors, si vous voulez un enfant, c'est maintenant qu'il faut vous tourner vers le don de vos sites. C'est lui qui connaît l'état de votre santé. C'est lui qui est capable de vous dire quels sont les avantages pour vous de cette conception et à quel moment. Et c'est lui qui peut vous dire aussi quels sont ses risques pour votre santé. Donc, je pense que le premier bon moment, c'est celui où vous entendez votre médecin vous dire, voilà, vous souffrez de cette insuffisance ovarienne et je pense que là, on ne tirera plus grand-chose de vos ovaires, ni en faisant les FIV, ni naturellement, et je pense qu'il faut y songer. Et je crois qu'il faut faire confiance à votre médecin en premier. Et le deuxième bon moment, c'est le moment psychologique et celui de votre corps, c'est-à-dire le moment où vous avez accepté intellectuellement, psychologiquement, ce parcours, ce processus de procréation qui sort de l'ordinaire, qui n'a rien à voir avec une conception classique, naturelle, rapide et souvent inconsciente euh, ni même avec une conception par FIV, mais avec vos gènes. Parce que justement, le don d'ovocytes implique quelque chose d'extrêmement important, c'est que votre enfant ne portera pas vos gènes. Donc, tout ce travail de préparation, tout ce travail, ce processus d'implantation en sens propre de l'embryon venant du don, mais aussi au sens figuré d'implantation de cet enfant en vous, dans votre corps, dans votre vie, dans votre histoire, doit être réunis pour que vous puissiez sentir le bon moment. Alors, euh, médicalement parlant, bien sûr, il y a des insuffisances ovariennes qu'on appelle des insuffisances primaires. Ce sont des femmes qui sont jeunes, qui n'ont jamais eu leurs règles ou alors dont les règles se sont arrêtées assez rapidement et qui en souffrent. Elles,
elles savent depuis le départ que la seule manière d'avoir un bébé, ça sera justement le don. Donc, le moment qu'elles choisissent opportun dans leur vie plus tard sera le bon. Et en delà de ça, il y a des femmes qui souffrent des insuffisances ovariennes secondaires, c'est-à-dire des femmes qui ont eu leurs règles, mais qui souffrent d'une absence d'ovocytes en bonne forme un peu trop tôt. Elles ont parfois 30, 32 ans, parfois 28 ans, parfois 35 ans, et malheureusement, elles sont déjà touchées par ce fléau et elles sont elles aussi destinées, entre guillemets, à cette procréation-là. Mais il y a des femmes qui souffrent d'une insuffisance ovarienne qui est, je dirais, entre guillemets aussi naturelle, parce qu'elles sont tout simplement ménopausées et elles ont 47, 48, 50 ans et désirent ou, ou ont un projet d'un bébé à cet âge-là. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Et je pense que ce qui est très important, c'est d'abord de vous fier à votre médecin et ensuite réfléchir par vous-même et sentir quel est le bon moment pour vous, alors que vous avez déjà toutes les informations, que vous vous êtes renseigné, quel est le bon moment pour vous lancer, justement. J'attire votre attention à quelque chose que j'observe aussi très fréquemment. Ce sont deux attitudes de professionnels de santé qui vous accompagnent, qui connaissent votre corps, votre état de santé et qui ne savent pas trop sur quel pied danser avec leurs patientes. Alors, quelles sont ces attitudes? La première, c'est d'effectuer plusieurs FIV qui n'ont pas fonctionné et de proposer encore une FIV et encore une autre FIV, etc. Et d'inciter parfois, peut-être pas forcément d'inciter, je dirais plutôt d'inviter leurs patientes à faire encore une FIV parce que peut-être qu'il y a encore un ovocyte ou deux se promènent dans ces ovaires et ça vaut le coup pour eux de tenter encore une fois ou deux. Et il y a d'autres médecins qui, parfois, et ce sont des extrêmes hein, que je cite là, qui parfois proposent à leurs patientes de 32, 31, 30 ans un don d'ovocytes, alors que l'insuffisance ovarienne est là, mais peut-être qu'il y a d'autres paramètres médicaux, justement biologiques, qui n'indiquent pas encore la ménopause et l'impossibilité totale d'avoir un enfant de ses propres ovocytes. Et c'est là que la difficulté arrive, c'est là que ces femmes s'adressent à moi, justement, parce qu'elles ne savent pas exactement quoi faire. Est-ce que c'est trop tôt pour moi? Effectivement, j'ai peu d'ovocytes. Mon médecin me le dit. Il m'a prévenu. Il m'a dit que ça serait probablement le don. Mais moi, je n'ai que 30 ans ou 33 ans. Peut-être que je pourrais attendre encore un petit peu. Et cette femme, eh bien, je pourrais lui dire, vous pouvez attendre un peu parce que vous n'avez pas 45 ans. Mais c'est effectivement pas le même discours que je vais tenir vis-à-vis d'une femme à qui le médecin a dit, Madame, vous n'avez plus du tout d'ovocytes, vous êtes en préménopause ou en ménopause, et si vous voulez avoir un bébé, c'est maintenant, tout de suite, et pardon. Et je dirais que dans ce second groupe, il y a énormément de femmes qui souffrent parce qu'elles souffrent surtout, enfin, elles vivent l'urgence du temps, mais elles se disent que une telle ou telle femme connue est tombée enceinte à 44 ans, à 43 ans, à 45 ans, donc ça peut encore arriver. Et je pense que c'est là qu'il faut prendre du temps pour soi. Il faut créer un espace pour sa situation, sa personne, son projet d'enfant, pour choisir justement, rassembler toutes ces informations, s'écouter et peut-être justement se lancer. Parce que je crois que ce qu'il y a de pire, en tout cas c'est ce que j'observe, ce sont les femmes qui ont dépassé l'âge de 40 ans et qui attendent parfois 4, 5 ans, et j'en ai accompagné, et qui se retrouvent enceintes à 48 ou 50 ans, alors que, elles étaient déjà en insuffisance ovarienne un peu avant 40 ans. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à consulter quelqu'un, bien discuter avec votre médecin, parce que je pense que beaucoup de femmes qui sont passées par le don d'ovocytes
et qui sont devenus d'heureuses mamans d'enfants peuvent dire cette chose-là. Moi, je n'étais pas sûre complètement d'être en insuffisance totale parce que mon médecin m'a dit, hein, il peut y avoir encore un ovocyte quelque part dans mon corps. Mais je n'ai pas pu attendre parce que je voulais avoir ma famille, je voulais avoir mon enfant à ce moment-là. Et c'est pour ça que cette réalité attire mon attention sur une autre réalité aussi, celle dont je vous parlais au tout début de mon propos, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Vous savez, le corps qui est complètement ménopausé à 50 ans, on peut faire un enfant, pardon. On peut, mais ça s'appelle défier le temps. Ça s'appelle prendre plus de risques pour votre santé, plus de risques aussi pour la santé de votre famille, parce que bien sûr, on peut être très très heureux en ayant conçu tard, mais attention, encore une fois, il y a la ménopause qui arrive, il y a peut-être d'autres enfants que vous avez déjà mis au monde et qui sont grands. Et l'enfant a vraiment besoin d'une harmonie, d'une bonne relation avec ses parents et que sa maman soit en bonne santé. C'est pas pour rien que les médecins proposent maintenant, et je crois qu'ils imposent même, beaucoup d'examens cardiaques à des femmes qui conçoivent après l'âge de 43, 44 ans. Voilà. Donc, je crois qu'il ne faut pas attendre trop longtemps. Je crois qu'il ne faut pas y aller trop tôt non plus. Il faut être sûr de soi et pour cela, pour ne pas rester seul, je vous conseille de travailler toutes ces questions avec les professionnels de santé qui vous accompagnent, avec des psychologues qui vous accompagnent, des psychothérapeutes, etc. Alors, je regarde juste si j'ai pas oublié quelque chose. Ah oui, voilà. Donc, je voulais aussi attirer l'attention sur ce que j'appelle le respect du corps aussi, tout simplement. Le corps d'une femme vit des épisodes particuliers à l'âge de la procréation, c'est une chose. À l'âge de la ménopause, c'en est une autre. Ensuite, quand on est enceinte et qu'on élève un bébé alors qu'on a plus de 50 ans, c'est quelque chose de très fatigant aussi. Et pour l'enfant, c'est aussi un peu particulier. Donc, il y a une distorsion du temps. On défie le temps. Donc, je pense que le désir d'enfant, si vous êtes désireuse, désireux d'avoir un bébé, il est bon de respecter votre désir d'enfant et de ne pas le futuriser, de ne pas le mettre à plus tard pour qu'il ne devienne qu'un projet, qu'une volonté intellectuelle ou encore un besoin viscéral d'avoir un bébé. Et ce qui n'est pas un vrai désir. Un besoin viscéral, c'est quelque chose qui est extrêmement profond, extrêmement fort, mais qui arrive après un temps d'attente beaucoup trop long et après beaucoup de souffrance. Donc, pour ne pas créer ce stress-là, accompagnez-vous et prenez le temps, quelques mois, pour réfléchir à votre situation. Chaque situation est différente. Il y a autant d'histoires que de situations et que de difficultés. Ça n'est pas la même chose d'attendre un an à 35 ans et à 45. Voilà ce que je voulais vous dire et maintenant je veux bien répondre aux questions. Philippe. Oui, Lydia, merci pour ces explications. Alors, on avait déjà reçu, le temps que les gens envoient des questions, quelques questions par email. Alors, tu as répondu déjà à beaucoup. J'avais une trentaine de questions, tu as déjà répondu à une grande majorité. Ah. Mais il y a quand même des questions très intéressantes. Qu'est-ce que concevoir pardon veut dire au juste pour une future maman? Alors, si j'étais très terre à terre, très pratique, ça veut dire tout simplement que son enfant ne portera pas ses gènes. Hmm. Et pour certaines femmes, enfin, le fait que son enfant porte ses gènes est crucial, est très important. Et certaines femmes refusent cette conception à cause de cela, parce qu'il y a quand même la filiation qui passe par là. La filiation s'effectue, entre autres, par les gènes. Et c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent à Mm. l'association. Autre question auquel tu n'as pas complètement répondu, est-ce que le médecin peut prendre la décision pour moi? Comment aborder le sujet avec lui? Toujours Alors concernant... non, justement, j'ai oublié de le dire, effectivement, c'est une excellente question. Non,
Le médecin est un professionnel de santé qui vous aide, qui connaît tout ça par cœur, qui connaît votre corps, qui fait vos examens et qui veille à votre santé et votre sécurité. Il vous proposera le don quand il verra que médicalement, c'est ce qui est conseillé pour que vous puissiez devenir maman. Mais en aucun cas, le médecin ne peut prendre la décision pour vous. Vous êtes l'unique personne qui peut prendre la décision de concevoir votre enfant, que ce soit naturellement ou pardon d'ailleurs. C'est logique. Encore une question. Je sais que j'ai une faible réserve ovarienne, mais je n'arrive pas à faire le deuil de mes ovocytes. Quand et comment je saurais que le don est indispensable? Ça, c'est quelque chose qui revient aussi très, très, très souvent. Alors justement, oui, oui, c'est extrêmement fréquent. Donc une faible réserve ovarienne ne veut pas dire ménopause, n'est-ce pas? Et c'est là que la difficulté arrive parce que il peut y avoir effectivement encore un ovocyte ou deux qui sont là et qui pourraient donner un bébé. Le problème, c'est que ni moi ni le médecin ne pourront vous garantir que cette grossesse arrive. Et c'est là que votre propre libre arbitre, votre mental à vous et votre conscience personnelle entre en jeu. C'est vous qui devez prendre cette décision. Soit vous êtes prête à attendre encore 2 ans, 3 ans, 5 ans pour voir si cette grossesse pourrait survenir, effectivement, soit vous faites le deuil, et ça c'est un processus psychologique de votre enfant génétique, de vos ovocytes. Vous pouvez vous faire aider par quelqu'un. On ne peut pas y répondre comme ça en une phrase, hein, mais il faut se faire aider si vous n'y arrivez pas. Et à ce moment-là, vous faites votre bébé et il arrive très souvent d'ailleurs à ce propos que la femme tombe enceinte d'un deuxième enfant naturellement. Et la femme qui avait cette insuffisance ovarienne et qui tombe enceinte d'un deuxième enfant naturellement après avoir mis au monde un premier du don. Quelque chose lâche. Vous savez, il y a des paramètres biologiques mais aussi psychologiques dans la conception. Donc personne ne pourra vous le dire. Pour répondre brièvement, c'est vraiment le temps et votre travail sur ce processus du deuil. Question, j'ai 35 ans et les FIV n'ont rien donné. Vais-je directement vers le don? Alors, si le médecin vous a dit que votre réserve ovarienne est faible et qu'il ne voit pas beaucoup de chance, je pense que c'est tout indiqué. Mais encore une fois, il y a des femmes qui n'ont pas réussi à tomber enceinte avec les FIV, mais qui se sont donné un peu de temps, par exemple 1 an, pour essayer de voir si ça viendrait pas naturellement. Et c'est venu. Moi, en fait, je n'aime ni quand c'est trop précoce, ni quand c'est trop tardif. Parce que certaines femmes, et vous en faites peut-être partie, ont besoin de plus de douceur. On sait très bien que la PMA, c'est agressif. C'est violent pour le corps, c'est violent pour la psyché, c'est violent tout court, en fait. Et quand on veut obtenir quelque chose comme ça de son corps pendant des années, quand on fait des FIV, eh bien, c'est plus violent, pardon, que jamais pour le corps. Et parfois, le corps, certains corps, ont besoin de repos. Ils ont besoin de se poser, de lâcher prise, de se dire, bon, bah maintenant, on va voir, on fait l'amour et puis on va voir ce que ça donne. Et on se donne 1 an ou quelques mois. Si ça vient pas, eh bien, c'est tout indiqué d'aller vers le don. Alors, quelques questions aussi que j'ai reçues concernant l'entourage. Ma famille n'accepte pas le don d'ovocytes. Comment je fais pour me décider? Alors, encore une fois, vous devez décider, vous, éventuellement le papa, si vous avez un papa pour votre bébé. Ensuite, il faudra travailler la communication avec votre famille et votre place au sein de cette famille, votre affirmation au sein de cette famille. C'est combien c'est important que la famille accepte, combien vous en faites votre propre affaire et vous présentez votre réalité à votre famille sans avoir besoin de son aval. Ça aussi, si vous n'arrivez pas à le faire seul, il faut se faire accompagner par un professionnel, mais en aucun cas, la famille ne doit décider de votre choix. Et quand c'est le conjoint qui n'est pas très ouvert au don, parce que j'ai aussi reçu cette question-là. Alors ça, c'est un peu différent de la famille parce que le conjoint, bah, c'est le futur papa, hein. C'est le futur papa. Et si on met de côté les femmes qui conçoivent seules, quand on est dans un couple, on ne fait pas un enfant seul. On fait l'enfant à deux.
Et ce qui est très important à savoir, c'est que dans toutes les conceptions, don ou pas don, c'est que, en fait, la venue au monde d'un enfant, l'heureuse histoire de l'enfantement est conditionnée par ce que j'appelle l'énergie de la conception. Et l'énergie de la conception, c'est papa et maman dans votre cas. Donc, si le papa n'est pas d'accord, ça veut dire que cet enfant n'est pas désiré. Et bah, ça m'embête pour vous. Donc, alors, que papa soit désireux d'avoir un bébé, pardon, ou soit désireux de vous faire plaisir à vous et de vous rendre heureuse comme maman, c'est tout aussi important en fait. Mais vous avez besoin de son envie, de son désir, parce que ça conditionne votre futur, le futur de votre famille et de votre enfant. Dernière question reçue auparavant, après on va passer aux questions d'aujourd'hui, hein. Mhm. Je sais ce qu'est le don de Vossite, je le comprends parfaitement dans ma tête, mais quand j'y pense, je me sens pas bien. Est-ce que j'y vais quand même? Non, non. Voilà. Alors, la réponse, elle est sans équivoque, non. Enfin, c'est ma réponse, elle m'appartient, je vous la donne. Mais non, parce que ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas encore l'harmonie entre le corps, l'acceptation du corps et la tête. Et la conception d'un enfant, pardon, qui est donc encore une fois une conception qui sort de l'ordinaire, euh, elle a besoin de cette harmonie-là. Donc, la meilleure chose, madame, c'est que vous soyez accompagnée par quelqu'un pour vous aider, pour aider votre corps à accepter ce processus. Voilà, on va passer maintenant à ce qu'on a reçu aujourd'hui. Alors, ça commence plutôt par un témoignage venant de Maril. Bonjour, j'ai rencontré mon compagnon tard. J'avais vraiment envie d'un enfant et en bonne santé. Compte tenu de mes 47 ans, je n'ai pas hésité à choisir un don d'ovocytes. Toutefois, à ma grande surprise, après la naissance, en urgence, sous anesthésie générale et avec 3 jours en réanimation, je me suis demandé si mes bébés jumeaux étaient vraiment les miens. Déjà, jumeaux à 47 ans, madame, c'était pas forcément facile. Non. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est naturel. Cette question est naturelle. Pourquoi? Parce que le fait de faire un enfant avec les gamètes de quelqu'un d'autre requiert votre conscience de l'avoir fait ainsi. C'est-à-dire que quand vous l'avez fait, vous avez su, vous saviez ce que vous faisiez intellectuellement. En tout cas, vous saviez que votre enfant, enfin, ses gènes viendraient d'ailleurs, d'une autre femme. Donc, rien que le fait d'avoir conscience de cette réalité-là, a forcément joué dans votre réaction, dans ce que vous avez vécu. Nombreuses sont les femmes qui accouchent d'un enfant, pardon, et qui se demandent qui sont ces enfants, si elles sont vraiment leur maman. Alors, ça peut durer une seconde, ça peut juste effleurer l'esprit, ça peut durer plus longtemps, mais moi, les cas que j'ai rencontrés se sont toujours très, très bien terminés ensuite, hein. Ça n'a pas été long. Et j'invite les femmes à ne pas culpabiliser à cause de cela. Rien que le fait d'utiliser notre conscience, qui est indispensable dans la décision, induit cette question qui peut arriver, qui n'arrive pas toujours, hein, c'est pas très fréquent, mais elle est plutôt ordinaire. Question d'Amandine. Bonsoir. Lorsque vous parlez d'insuffisance ovarienne, incluez-vous les mauvaises qualités ovocytaires? Absolument, l'insuffisance ovarienne, pardon, c'est la quantité et la qualité des ovocytes. C'est l'un ou l'autre ou les deux à la fois. Alors, question aussi de Delphine et Janine, c'est parce que c'est quasiment la même question, c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment, il faudra peut-être faire un webinaire là-dessus. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'épigénétique? Voilà, c'est les deux questions. C'est un vrai Alors sujet moi, je suis... compliqué. D'accord. Alors, je ne suis pas généticienne. On a déjà fait des conférences là-dessus. Je ne suis pas généticienne, mais je vais vous dire ce que je sais. En 2 mots, hein, tout simplement, l'épigénétique, c'est une partie de la génétique qui nous aide à comprendre comment fonctionne l'expression des gènes. Les gènes, on sait très bien qu'ils contiennent les informations au sujet des êtres que nous sommes, de notre corps, de notre fonctionnement. Et nous savons
savons, grâce justement à l'épigénétique, que l'expression de chacun des gènes est conditionnée par son environnement immédiat, le plus proche. Alors, dans le don d'ovocytes, c'est ce qui est intéressant, justement, c'est que les gènes viennent d'ailleurs, mais leur expression, quelle que soit l'information qu'ils contiennent, leur expression, c'est-à-dire le fait qu'ils s'allument ou qu'ils restent éteints, qui ne s'exprime pas tout au long de la vie de votre futur enfant, est conditionné par votre corps à pratiquement 95%, je crois. C'est ce qu'a dit Monsieur Alain Froment la fois dernière. Donc, c'est quand même assez important. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'épigénétique, c'est une partie de la génétique qui nous explique comment s'expriment les gènes en fonction de leur environnement. C'est la question en fait de la femme qui est effectivement la future mère, pardon, qui a envie qu'une partie de son patrimoine génétique quelque part passe, tu vois, dans l'embryon. Alors C'est les ça, gènes ne passent pas, mais il y a voilà. beaucoup d'échanges physiologiques entre le bébé et la maman, justement. Et ça, il y a des scientifiques qui expliquent ça dans de nombreux bouquins. Il faudrait que vous les procuriez. C'est vrai que l'information, elle vient de la donneuse, mais après, il y a énormément de choses qui se passent. Et justement, moi, c'est ce que j'ai retenu de l'une des conférences de Monsieur Froment, c'est que l'héritage épigénétique est à 95% en fait celui de la maman, celle qui porte le bébé. Épigénétique, attention, pas génétique. Voilà. Épigénétique, c'est-à-dire qui a trait à l'expression des gènes. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a effectivement une conférence qui avait été donnée pour l'association par un grand spécialiste qui s'appelle Alain Froment. Oui, Et vous trouverez cette conférence, bien sûr, disponible sur notre c'est chaîne ça. YouTube. Je vous conseille d'aller l'écouter. Question d'un spectateur anonyme, comment voir le don vis-à-vis de l'enfant à venir? Alors, entre parenthèses, lui imposer d'avoir une maman qui n'a pas ses gènes. Ah, ça, c'est curieux. Alors, je ne comprends pas bien la question. Lui imposer. Oui, Euh, on n'impose rien. Enfin, je sais pas, c'est oui, pas. je ne comprends pas bien la question. Tous les parents, qu'ils soient du don ou pas, s'imposent à leurs enfants. C'est naturel. Voilà. Mais alors, si je réfléchis, monsieur, Madame. euh, ça serait de dire que comment comprendre, comment expliquer à l'enfant que sa maman n'est pas celle qui porte ses gènes, en fait. Ne lui a pas donné ses gènes. C'est un peu ça. Comment une personne peut dire je suis ta mère alors que je ne porte pas tes gènes. Tu ne portes pas les miens, en tout cas. Euh, hum, mais vous savez, ouais, c'est une question difficile parce que c'est le verbe imposer qui me gêne, Oui, franchement. moi aussi. Ouais. Parce que on choisit d'être maman d'un enfant, d'un être qu'on va mettre au monde, et on est l'unique maman. En fait, la maternité, c'est pas seulement la génétique. La parentalité, c'est pas que la génétique. La filiation, ça n'est pas que la génétique. Oui, c'est assez curieux, hein, parce que j'ai moi-même une fille née, pardon, d'ovocytes. J'ai pas du tout l'impression que sa maman, entre guillemets, lui est imposée. Elle n'a jamais eu de réflexion de ce Non. type en disant ah, tiens, parce qu'elle sait très bien hein, qu'elle est née d'un don d'ovocytes, tu es une maman qui m'est imposée, tu vois. Ça me semblerait très, très Oui, curieux. non, c'est pour ça que j'ai du mal avec ce verbe. Autre question d'un spectateur anonyme, comment être sûr de ne pas faire de différence avec un premier enfant arrivé naturellement? Ma fille a 6 ans et nous avons essayé depuis 4 ans d'avoir un deuxième enfant. C'est souvent aussi une question qui revient dans le cadre d'une fratrie avec un enfant né, alors on dit naturellement, et un autre par don d'ovocyte, ça reste quand même naturel, hein. Il faut, voilà, Oui, bien c'est. sûr, ça reste naturel, forcément. Ben, alors, comment être sûr? Alors, déjà, ça, vous n'êtes jamais sûr. Et je ne vais pas vous rassurer plus que ça, parce que c'est pas du tout mon intention. Vous ne pouvez pas être sûr. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est prendre soin de parler à vos enfants existants ou à votre enfant existant et à votre futur bébé, votre futur enfant, de son histoire,
de la manière dont vous l'avez conçu, de vos raisons personnelles de cette conception. Et vous pouvez cultiver cette communication et l'amour et l'entente dans la fratrie. Et là, je pense que faire les différences, ça, on n'est jamais sûr parce que même dans la fratrie des mêmes gènes, il y a toujours des différences. Maintenant, ne pas faire de différence à cause de ça, on n'en est pas sûr. Mais si c'est votre intention, on peut espérer que vous n'allez pas en faire. Ou alors, si vous en faites, c'est justement pour aimer tout autant chacun de vos enfants pour ces différences. Alors, question de Sophie, là, c'est plutôt pour nous. J'ai du mal à franchir la barrière psychologique du fait que cet enfant ne portera pas mes gènes. J'aimerais en parler avec des femmes qui l'ont vécu. Connaissez-vous des groupes de parole? Bien, madame, l'association organise des groupes de parole. Si vous allez sur notre site internet, vous allez trouver le calendrier de ces groupes de parole. Ils sont le samedi matin et c'est totalement gratuit. Ils sont animés par une autre thérapeute qui s'appelle Violaine Tevoiri, qui est notre représentante dans la région PACA. Vous pouvez tout à fait vous inscrire à ces groupes de parole qui sont en visio, donc accessibles depuis toute la France. Oui, ça c'est très précieux. Ouais. C'est très précieux, hein, c'est très utile ces Oui. groupes de parole. Autre question d'un spectateur anonyme. Si j'avais, d'une spectatrice, je pense, si j'avais un partenaire, ce serait beaucoup plus facile pour moi d'abandonner le côté génétique. Mais puisque dans mon cas, ce serait un double don, je trouve ça doublement difficile comme choix. Comment puis-je accepter cela plus facilement car j'ai un grand désir d'enfant? C'est là que les thérapeutes, peut-être, ont toute leur Oui, utilité. oui, là vraiment, c'est encore une question d'accompagnement, hein, parce que la réponse ne sera pas pour tout le monde. Les problématiques qui sont les vôtres ne seront peut-être pas les mêmes que celles des autres femmes dans votre cas. Mais effectivement, là, il y a une double ou une triple difficulté. La première, c'est que déjà, vous ne donnez pas les gènes à votre enfant. Ensuite, il n'aura pas les gènes non plus de son géniteur. Et en plus, il n'aura pas de papa. Donc, il y a trois problématiques. Ces trois problématiques font partie et entrent dans l'histoire de votre vie aujourd'hui et il faudra les traiter une par une, justement à la vue de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, de ce qui est important pour vous, de vos valeurs personnelles et de comment vous pouvez imaginer ou pas la vie avec ce bébé, cet enfant. Alors encore une question qui est un très grand classique de tous les Mhm. webinaires sur le don d'ovocytes. Comment annoncer et quand annoncer à son enfant qu'il est né d'un don d'ovocytes? C'est Vraiment vrai, très on classique. l'entend partout. Mais c'est normal, parce que je pense que beaucoup de parents du don de gamètes ont tout simplement un peu peur de ne pas être parents de leurs enfants, donc ils ont peur de communiquer et donc ils ont besoin de se rassurer et c'est très légitime. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'enfant, il a besoin d'une chose, c'est de la confiance de ses parents, c'est de leur faire confiance et d'amour, hein, et ensuite d'éducation et tout ce qui va avec. Mais ça veut dire aussi que quand vous concevez un bébé, pardon, vous êtes sa seule maman. Et vous pouvez tout simplement vous comporter comme toutes les mamans du monde. Et à un moment, vous pouvez le lui dire déjà à la naissance, même si votre enfant n'a pas le même intellect que vous à cet âge-là. Les inconscients se parlent, c'est important que ça ne fasse pas partie de secrets quand l'enfant est né. On peut en parler à la maison, on peut lui dire en un mot. Et ensuite, quand l'enfant va commencer à poser les premières questions sur comment on fait des enfants, vous pouvez lui expliquer plusieurs manières de faire des enfants, dont celle que vous avez utilisée vous pour le concevoir. Et ensuite, l'enfant ne vous lâchera pas de toute façon. À un moment ou à un autre, il va encore vous poser des questions. Et entre-temps, entre ces questions, il faudra le laisser vivre son enfance et sa jeunesse. Parce qu'il n'y a pas d'autre besoin pour lui que de vivre sa vie tranquillement, en sécurité avec sa maman et son papa, ou sa maman seulement. À l'adolescence, les enfants posent toujours les mêmes questions de manière différente parce qu'ils comprennent de plus en plus de choses. On peut déjà discuter avec eux. Je pense que plus tôt vous le faites, mieux ça sera, mais sans en faire des tonnes.
Une autre question qui revient aussi régulièrement. Alors bonjour, la spectatrice est anonyme, hein. Bonjour, tout d'abord merci beaucoup. Ma question, est-ce qu'on pense beaucoup à la donneuse? Je suis en plein processus avec très prochainement une tentative de transfert avec don d'ovocytes, mes spermes du conjoint, et je suis déjà hanté, entre guillemets, je pense beaucoup à elle, par cette femme que je ne connaîtrai jamais. Est-ce normal? Cela dure-t-il après l'arrivée du bébé? Alors, c'est normal de penser à la donneuse. C'est normal parce que la donneuse, c'est une femme comme nous, donc on peut déjà se mettre en comparaison avec elle. Il y a quelque chose, hein, il peut y avoir un peu de jalousie, donc c'est normal. Et en plus, elle détient le secret de la vie que nous n'avons pas. Cet ovocyte, c'est la clé pour devenir mère et pour, comme diraient certains, faire la cour des grands, n'est-ce pas? Être mère, c'est faire la cour des grandes. Bon, donc c'est tout à fait normal d'être hanté par cette donneuse, en tout cas être habité par la question à son sujet. Euh, Quand ça commence à poser problème, c'est quand on n'arrive pas à se débarrasser justement, quand ça devient obsessionnel. Et c'est là qu'il faut aussi se tourner vers quelqu'un pour se poser les bonnes questions. Qui est-elle pour moi? Qu'est-ce qu'elle représente pour moi? Qu'est-ce qu'elle est en train de me donner quand elle me donne cet ovocyte, cette cellule? Qu'est-ce que moi, je lui donne? Et l'enfant dans tout ça? Comment moi, je perçois cette femme et cet enfant ensemble? Ou mon mari et elle ensemble? Il y a beaucoup de problèmes psychologiques qui peuvent naître de ce don, d'où l'importance de bien mettre à sa place chaque personne, à sa place, c'est-à-dire donneuse. C'est une donneuse, la donneuse, c'est une donneuse, la maman, c'est la maman, l'enfant, c'est l'enfant de la maman et de papa. Mais faites-vous aider, hein, si vraiment ça vous pose problème trop longtemps, euh, parce que ça va vous pourrir la vie. C'est pas la peine. Alors, question d'Hermine. Et si on a peur de la manière dont l'enfant issu du don d'ovocytes vivra cette situation une fois adolescent et adulte? Alors avant que tu répondes, je vous précise, Hermine, que moi j'ai une fille qui a donc 14 ans depuis une semaine, qui est née d'un don d'ovocytes et franchement, ça lui pose aucun problème. Elle sait qu'elle est née d'une conception un peu différente d'un don de cellules, mais en gros, ça s'arrête là. Ses parents sont ses parents. Mais je vais te laisser répondre parce que ça rejoint aussi sans doute la question de savoir don avec accès aux origines aux 18 ans ou don totalement anonyme. C'est vrai que ça, les deux questions se rejoignent. Je te laisse répondre, Lydia. Alors déjà, pour commencer, l'enfant va recevoir son histoire telle que vous la lui raconterez, telle que vous la lui présenterez. D'où l'importance de ce que je disais auparavant et ce que tu dis, Philippe. Quand on présente l'histoire tout naturellement, quand on explique à l'enfant qu'il était désiré, quand on met chaque personnage qui participe à cette conception bien à sa place, quand on l'appelle par le bon terme, le bon nom, donneuse, maman, papa, etc., il n'y a pas de risque pour que ça se passe mal. Parce qu'encore une fois, l'enfant a besoin de savoir, il a besoin d'être rassuré. En fait, il a besoin de s'inscrire dans votre famille et dans votre histoire. C'est pourquoi c'est vous qui détenez la clé, en fait. Alors, je donne pas mon bras à couper. Je ne sais pas si l'enfant ne vous dira pas un jour que vous n'êtes pas sa mère. Ça peut arriver, mais ça, les enfants de nos gènes le disent aussi, n'est-ce pas? Donc, l'important, c'est que vous soyez bien sûr de votre choix, c'est que vous soyez persuadé aussi, au plus profond de vous, que vous êtes l'unique maman de cet enfant. Et à ce moment-là, tout ce que l'enfant dira ou ne dira pas ne posera aucun problème. Moi, je connais beaucoup d'enfants du don, mais les enfants qui ont été mis au courant de l'histoire parentale, qui ont pu s'inscrire dans la famille et qui ont confiance en leurs parents, euh, n'ont pas fait de crise identitaire. Et justement, j'en viens à la deuxième partie de ce que tu disais, Philippe, c'est anonyme ou non anonyme.
Effectivement, la donneuse reste une donneuse, mais pour donner la chance à l'enfant d'avoir accès à ses origines génétiques, c'est bien de faire un don non anonyme parce que les enfants ont besoin de cette partie du puzzle qui manque. Voilà. Mais encore une fois, ça reste une donneuse et pas la maman. Et c'est pas un don non anonyme, hein, c'est l'accès aux origines aux 18 ans de l'enfant. L'accès Voilà. non anonyme, c'est quasiment impossible. Oui, exactement, oui, c'est ça, tout à fait. Tu as raison, oui. Alors, question de Solène. Bonjour. Concernant l'accompagnement au deuil de l'enfant génétique, qui conseillez-vous de consulter? Psychologue, spécialiste thérapeute ou autre? Alors, je vous dirais que dans toute la jungle d'accompagnants de l'infertilité, il y a de tout. Alors, vous pouvez avoir un très bon psychologue qui connaît le sujet, comme un psychologue qui est un bon psychologue, mais qui ne connaît pas le sujet et qui ne vous emmènera pas voilà, à la réconciliation entre vous et vous concernant cette affaire. Vous pouvez tomber sur un excellent psychologue qui fera ce boulot-là. Et parmi les thérapeutes qui ne sont pas psychologues, qui sont psychopraticiens, hypnothérapeutes, etc., c'est pareil. Vous en avez qui ne connaissent strictement rien, qui vous diront n'importe quoi, et puis d'autres qui connaissent parfaitement le sujet. Donc en fait, j'ai envie de vous dire que ça n'est pas le titre de la personne qui compte, mais la rencontre avec cette personne, la connaissance de son sujet et la manière dont vous la percevez et dont vous la sentez. L'important, c'est que vous soyez emmené là où vous voulez être emmené, justement. Question de Bastien. On n'a pas beaucoup de messieurs, hein, ce Mhm. soir. Alors, la question s'applique-t-elle à lui ou à sa compagne ou aux deux? Ça va être un peu plus compliqué parce qu'il ne le précise pas. D'accord. Conseillez-vous un suivi avec un thérapeute dans le cadre d'un don, avant ou après le don? Alors, tout dépend, effectivement, c'est pour monsieur, c'est pour madame, c'est pour les deux. Je te laisse répondre à la limite pour tout le monde. Alors, je dirais que c'est très bien de consulter avant quand même parce que nous ne sommes pas tous capables de répondre à nos questions et c'est normal de se faire accompagner, hein, ne serait-ce qu'une fois, une séance ou deux pour mettre à plat toutes les questions importantes. Et s'il y en a d'autres qui apparaissent ou s'il n'y a pas de réponse immédiate, on continue. Moi, ça me fait penser à la question qu'on m'avait posée l'autre jour. Est-ce qu'on est prêt avant et est-ce que après avoir fait cette préparation, on est parti pour la vie? Ben non. En fait, la question, elle est double aussi. On est toujours, on est prêt et on n'est jamais prêt. C'est-à-dire que l'enfant, vous savez, l'histoire, elle ne se termine pas avant la grossesse. Donc forcément, vous aurez des questions pendant la grossesse et après la grossesse. Donc, je conseille de voir quelqu'un avant en fonction de vos besoins, à chaque fois quand il y a une question qui se pose. Voilà. Je crois que c'est vraiment ça la réponse. Alors, question à nouveau de Solène. Avez-vous des retours positifs ou négatifs sur les FIV d'endovocytes en France et à l'étranger pour être sûr de choisir le bon centre quand on est prêt à se lancer? Mon Dieu, c'est une question énorme celle-là, Oui, hein. la question, elle est énorme. Moi, j'accompagne les personnes qui font des dons au sécos français, mais ils sont à chaque fois différents, ces sécos. Donc, je ne sais pas. À l'étranger aussi, il y a beaucoup de cliniques, donc j'ai des histoires positives et négatives, mais on va pas nommer ici les établissements par nom, comme ça. On va, enfin, oui. Après, vous savez, même au sein d'un établissement, vous pouvez avoir des histoires très positives et une ou deux histoires négatives. Donc, tout dépend de la rencontre de l'établissement, mais aussi de la rencontre avec les professionnels à qui vous avez affaire, de votre propre sensibilité aussi. La seule chose qu'on peut préciser, c'est que les gens qui ne se sont pas encore lancés dans le don, en France, c'est très, très, très long. Très long. Ça va de 2 à 5 ans d'attente. Mm, Qu'il y a des difficultés effectivement en France. Pourquoi? D'abord parce qu'il n'y a pas assez de donneuses et qu'il mhm. n'y a pas non plus assez d'argent pour faire fonctionner les centres. Alors Alors évidemment, à moi, l'étranger, c'est plus rapide. Les résultats sont même souvent bien meilleurs, il faut être clair, hein. Ils sont souvent 2 à 3 fois supérieurs à ceux de la France, mais le grave inconvénient, bah, c'est que c'est pas gratuit, alors qu'en France, c'est gratuit.
Oui, c'est financé par la Sécu. Moi, ce que je rencontre souvent comme cas, c'est dans les cas, en tout cas, des femmes jeunes, hein, ce que j'appelle jeunes, c'est 28 30 ans, c'est-à-dire les femmes qui ont le temps, quelque temps devant elles. Elles s'inscrivent dans les séquences français. Elles savent très bien qu'il faut attendre trop enfin, très longtemps. Donc, entre-temps, elles vont à l'étranger. Si elles tombent enceintes, ben, l'affaire est terminée, elles ont un enfant. Et si elles ne tombent pas enceintes, ben, 1 an après ou 2 ans après, elles ont la fameuse place qui leur revient en France et elles profitent d'un don gratuit en France à ce moment-là. Voilà. Et puis il faut aussi préciser qu'en France, on partage les ovocytes la plupart du temps et que Mm. ça n'est pas forcément le cas dans les cliniques étrangères, puisqu'en général, hein, pas toujours, mais tous les ovocytes d'une donneuse sont réservés, j'allais dire, à la même receveuse. Donc pour Oui. une fratrie, par exemple, bah, il y a du pour, il y a du contre, hein. Tout, là, c'est vraiment un très très vaste sujet. Oui, c'est un vaste sujet et c'est un sujet éthique parce que je me souviens qu'il y a quelques années, on reprochait à quelques cliniques étrangères de faire le partage des ovocytes et moi, j'ai trouvé ça particulièrement choquant. Voilà qu'aujourd'hui, en France, on pratique le Obligé. partage d'ovocytes sans complexe. Hmm. Et ça me gêne, en fait, personnellement, hein, mais bon, Mais c'est en raison du manque de donneuses, hein. Si en plus on oui, je partageait sais. pas les ovocytes, les 2 à 5 ans deviendraient 5 à 10 ans. Il faut Oui, savoir que même pour certains types ethniques correspondant à une partie de la population française, il n'y a pas de donneuse du tout. Les sécos, par exemple, n'ont aucune donneuse asiatique. Très oui, peu de donneuses d'origine africaine. oui, Donc, c'est vraiment un souci. Dans ces cas-là, ben, il n'y a pas de 36 solutions que de se diriger vers l'étranger. oui, c'est vrai. La question d'un spectateur anonyme, alors déjà la rédaction de la question, alors je ne sais pas si c'est madame ou monsieur, hein, et si l'enfant, je lis littéralement, et si l'enfant souhaite retrouver sa maman génétique, tu vas faire un bond là, moi aussi. Oui, bon, j'essaierai de non parce que j'ai trop chaud, mais non, bah non, c'est pas sa mère, voyons. Enfin, voyons, ça n'est pas sa mère. C'est pour ça que j'ai insisté sur les questions pour bien vivre l'histoire. Et ça, moi, ça me semble naturel, mais ça n'est pas naturel pour tout le monde. C'est pourquoi j'incite à travailler sur cette question avec des professionnels de santé. C'est une donneuse, ce n'est pas une maman. C'est une femme qui donne le fruit de son corps qui s'appelle un ovocyte. C'est pas rien. C'est une cellule, la plus grosse cellule du corps féminin qui a ce pouvoir de donner la vie et de nourrir le sperme, l'embryon et de donner un bébé, mais ça n'est qu'une partie de l'embryon. Donc, ça n'est pas la maman. Alors, j'ai encore une question qui sort un peu du sujet, mais c'est quelqu'un qui te connaît, Lydia, quelqu'un que tu as eu au téléphone. Et là, Mhm. je crois que je vais pouvoir répondre à cette dame. Alors, je vais résumer un petit peu. Elle se tourne vers le don d'ovocytes. Elle a 45 ans. Avec un ami, hein. Cet ami veut bien l'aider, mais ne veut pas prendre des responsabilités. Et elle demande est-ce qu'il est possible de l'enlever en tant que père quand elle accouchera. Alors, il faut savoir qu'en France, et seule, j'allais dire, la déclaration faite auprès de l'état civil en France donne la paternité ou la maternité. Donc, la maternité, c'est la personne qui accouche, ça, c'est dans le Code civil depuis Napoléon. Et la paternité, c'est la personne qui va le déclarer à l'état civil. S'il n'y a pas de déclaration de paternité, il n'y a pas officiellement de père pour De l'état civil. filiation. Oui. Voilà, de filiation. Comme ça, je vous réponds parce que c'est vrai que ça sort quand même un petit peu de la question du don. Donc, Moi, la personne en question, je suis censée l'avoir eue au téléphone et la connaître. oui, oui, Peut-être que cette je me dame, souviens, peut-être que je me souviens de l'histoire, effectivement. Donc, c'est une dame qui veut, vous, madame, vous voulez simplement, en fait, connaître le géniteur, en fait. c'est Donc, ça, c'est c'est ça. tout. Hmm. Voilà, D'accord. c'est cette personne-là. Mhm. Il n'y a plus de questions arrivant par Internet. Moi, j'en ai reçu quelques-unes d'autres par mail. J'ai vu 2 médecins. L'un me dit qu'il me reste que le don. L'autre me propose une ou deux fives. Comment je dois faire?
Alors justement, donc c'est exactement le cas dont je parlais et qui me fait bondir aussi parfois. Alors ça dépend quel est votre état de l'insuffisance ovarienne. C'est ce qui fait aussi que les femmes font des voyages d'un médecin à l'autre, à un troisième, à un quatrième, etc. Parce que d'un côté, vous avez un médecin qui veut absolument que ça fonctionne avec vos ovocytes. Et parfois, c'est trop long, en fait. Et parfois, le corps est fatigué. Et parfois, la femme et vous, madame, vous êtes peut-être très, très fatiguée. Mais n'empêche, ce qui reste, c'est cette once d'espoir que ce médecin vous laisse. Forcément, ça fonctionne. Parce que tout le monde voudrait un enfant de ses ovocytes au départ. Euh, mais tout dépend si c'est la première, la deuxième, la troisième FIV. Si c'est la première, deuxième FIV, pourquoi pas? Mais si c'est la quatrième, cinquième, là, enfin, ça veut dire que vous avez déjà parcouru un long chemin d'infertilité et de traitement. Et peut-être que là, c'est mieux de s'arrêter et de tenter autre chose pour que ça fonctionne. Parce que des histoires négatives, quand c'est trop, trop long, eh bien après, c'est une source de souffrance, hein, immense. Donc, c'est pas la peine. Autre question, et ça c'est une question qui revient quand même aussi souvent à l'association. Je sais que je ne pourrai plus avoir d'enfants naturellement, mais j'ai besoin de tenter une FIV quand même. Est-ce que je la fais ou est-ce que c'est pas la peine et je vais directement vers le don? Ce sont ces FIV un peu de deuil. Dernière, oui, pour faire le deuil. Euh, Ouais. eh ben, je pense, madame, que vous avez répondu à la question. J'ai besoin. Mm. J'ai besoin. Si vous avez besoin, faites-le. En fait, il faut faire des choses pour ne pas regretter après. Je vous dirais, faites pas deux, trois, quatre, cinq fives. Ça s'appellera de l'acharnement. Mais si c'est une five et que vous avez besoin de la faire pour avoir le cœur net, c'est très typique hein, pour passer au don. C'est une passerelle. Faites-la. Et peut-être même d'ailleurs que vous tomberez enceinte. Ça peut marcher. Mm. Question curieuse, puis-je prendre la décision du don alors que je n'en ai même pas parlé à mon entourage? C'est pas l'entourage de décider, on est d'accord. Non, bien sûr que vous pouvez. C'est de votre vie dont il s'agit. Après, tout dépend aussi de la relation que vous avez avec votre entourage et comment vous allez l'annoncer ou pas. Mais c'est pas l'entourage qui fait le bébé, c'est pas lui qui va vivre avec lui. Alors, question qui revient là sur Internet. J'hésite encore entre don anonyme et don non anonyme. Alors, c'est pas non anonyme, c'est accès aux origines aux 18 ans. L'Espagne correspond à mes racines, mais rend l'accès impossible à ses origines génétiques à mon futur enfant. Quel est votre avis sur le don, alors non anonyme, c'est-à-dire sur l'accès aux origines aux 18 ans? Quel est le besoin le plus urgent, le plus important? Est-ce que c'est le fait que l'Espagne vous offre quelques proximités avec votre personne ou votre famille, ou est-ce que c'est la garantie que votre enfant ait accès à ses origines? Parce que ça revient très souvent, c'est très important pour beaucoup de futures mamans. Donc la question, c'est celle-là. Qu'est-ce qui prévaut? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui pèse plus lourd? Sachant qu'ailleurs, vous pouvez aussi avoir au Portugal ou ailleurs des gens d'origine espagnole ou latine, des donneurs comme ça. Alors, eh bien, écoute, je ne vois plus de questions, je ne reçois plus par mail, donc Mhm. ce webinaire touche à sa fin. Merci beaucoup, hein, Lydia, d'y avoir participé. Je vous Je en vais prie. donner quelques informations pratiques. Pour contacter Lydia, bah, vous pouvez lui envoyer un email tout d'abord à l'adresse suivante. Alors, tu vas l'épeler à cause de ton nom de famille et tu vas l'expliquer. Oui, lidia.stankiewicz De toute façon, on va retrouver ton mail sur les Oui, oui, informations qui seront avec le replay et oui. on te trouve aussi sur notre site internet. Alors, ou via aussi, vous pouvez la contacter via son site internet qu'elle va aussi vous donner tout de suite, Lydia. C'est Lydia Stankiewicz, donc LIDIA STANKIEWICZ.com. Tout attaché, bien sûr, Oui, ça figurera dans les oui. informations du replay. Je vous rappelle aussi les deux livres écrits par Lydia. La femme infertile n'existe pas. Don d'ovocytes, est-ce que ça vous gêne? Que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies.
mais aussi à la Fnac ou sur Amazon. Alors, concernant ce livre, je dois préciser que l'association a commencé une tournée de conférences avec Lydia sur le thème Don de vos sites après 40 ans et si c'était finalement possible. Les deux premières conférences ont eu lieu à Paris et à Lille et nous annoncerons prochainement sur notre site et sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux, les autres dates et les autres villes puisque cette conférence devrait aller dans les principales villes de France. Alors, on peut également aussi rappeler que tous les nouveaux membres de l'association ont droit à un mini-entretien d'une vingtaine de minutes gratuit avec Lydia. Pour contacter l'association, ben, vous trouverez toutes les informations sur notre site www.lescigognesdelespoir.com où vous pouvez bien sûr aussi nous écrire à l'adresse email suivante contact@lescigognesdelespoir.com. Vous trouverez bien sûr pour terminer un replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube et sur tous nos réseaux sociaux. Oh, j'ai du mal avec la chaleur. Avec la chaleur. Oui, d'ici quelques jours. Encore merci Lydia, bien sûr. Et il me reste à vous souhaiter à tous une excellente soirée. Bonsoir à tous et à bientôt.